Bolivie. Ce pays exotique est si riche en culture. Cœur de l'Amérique du Sud, un pays hétérogène et pluriculturel. Un cordial saludo para los amigos del Brasil que vienen. Un cordial saludo. Qui se divise en 3 régions, Altiplano, Vallée et Plateau. Aujourd'hui, nous montrerons les principaux points de la région de l'Altiplano. La célèbre ville de La Paz et ses enchantements. Solo poquito. 1, 2 y 3. Tiahuanacu, centre archéologique pré-inca. Le mystérieux lac Titicaca et ses alentours. La riche cité de Potosí. Le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Le mystérieux cimetière de train. Et le célèbre carnaval d'Oruro. Un voyage fantastique et magique. Nous commençons notre voyage dans la ville de La Paz. Un paysage totalement différent pour les yeux. À approximativement 3640 mètres d'altitude, capitale politique du pays, depuis 1898, La Paz a près de 2 millions d'habitants. Une ville cosmopolite et urbaine, au milieu de la campagne et à forte culture aymara et quechua. Y un saludo para todos los paisanos. La belle vue de l'Illimani, volcan éteint, enneigé et gelé, et la carte postale de La Paz. Sans lui, la ville ne serait pas la même. L'altitude peut être un problème pour qui n'est pas né ici. Le soroche, le mal des hauteurs, cause maux de tête et fatigue. Le remède est le thé de feuilles de coca. Cette plante, que l'on trouve ici à l'état brut, a des propriétés médicinales et elle est très défendue par la culture indigène. Cheminant au centre de la ville, nous arrivons à la basilique de San Francisco, construite en 1548. Nous pouvons observer les traces de son architecture baroque. Elle a été détruite par la neige en 1610 et reconstruite en 1784. Près de la basilique, la rue Sagarnaga et la rue des échoppes des artisans. Par
articles en argent, gilets de laine, d'alpaga et de lama, tapis. Tout y est multicolore et singulier. Un peu plus loin, nous nous retrouvons sur le célèbre marché des produits magiques, El Mercado de las Brujas, le marché des sorcières. Les herbes pour les thés, les objets pour lancer des sorts et les fœtus de lama nous sautent aux yeux. Il y a des recettes pour tout. En continuant encore dans le centre de La Paz, nous entrons dans ce qu'ils appellent Casco Viejo. C'est le centre historique de La Paz, avec ses musées, commerces et bâtiments importants. Une petite marche et nous arrivons à la place Murillo, où se trouve le palais du gouvernement et le Congrès national. Manger des salteñas le matin est une chose très traditionnelle pour tous les Boliviens. Les salteñas sont une espèce de chaussons. Elles sont faites d'une pâte cuite au four, garnie de viande ou de poulet, œufs, pommes de terre, olives et raisins secs. Elles sont délicieuses. Mais au moment de commander, mieux vaut être prudent. Elles ont 3 niveaux de pimentation. Normal, épicé et super épicé. Maintenant, nous changeons de direction pour la zone Sur. La Grande La Paz est divisée en 3 régions. El Alto, la zone la plus pauvre et la plus haute de la ville. Le centre et la zone sud. L'altitude est différente pour chacune d'entre elles. Du centre à la zone sud, la variation est de presque 500 mètres. Cette dernière est la zone riche de la ville. Les maisons de luxe, construites dans les collines, commencent à apparaître. À 10 km de la zone sud, on trouve la vallée de la Lune, qui porte ce nom en raison de sa ressemblance avec la surface lunaire. Bueno, en estos momentos estamos en uno de los lugares muy especiales, muy importantes, ¿no? Como ustedes pueden observar, las formaciones naturales que está hecho a través de la naturaleza. Antiguamente el lago Titicaca y Salar de Uyuni, todo esto estaba cubierto de agua, hace aproximadamente 20 millones de años. Ces formations rocheuses résultent de l'érosion qui a absorbé la partie supérieure de la montagne et que le vent et les pluies ont façonné avec le temps. De là, on peut voir la Muela del Diablo, la molaire du diable. Un pic escarpé, mais accessible en 1h30 d'ascension. Poursuivons notre voyage à Tiahuanaco, un complexe archéologique situé à 72 km de La Paz. Inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La civilisation qui a vécu ici
a constitué une culture importante, précurseur de la culture inca. Tiahuanacu a été la capitale administrative et rituelle d'une grande puissance régionale pendant plus de 5 siècles. Tiahuanacu vient de Taipicala, mot de la langue aymara, qui signifie pierre du milieu. Une allusion à la croyance selon laquelle elle se trouverait au centre du monde. On ne sait encore que peu de choses sur cette civilisation, mais l'on suppose qu'elle a dû son succès à son système agraire capable d'approvisionner toute la Bolivie. Il existe une théorie selon laquelle les Tiahuanacotes auraient été de grands guerriers et auraient réussi à conquérir une grande partie de l'altiplano. La religion a été l'un des plus importants aspects de la culture Tiahuanacu. Ici, au centre, se trouvait le temple de Calasasaya, centre cérémonial de la ville. Certains spécialistes ont souligné dans son architecture beaucoup de ressemblances avec le temple de Salomon, en Israël. Au centre se tiennent le monolithe Ponce et le monolithe Frail, avec d'innombrables éléments iconographiques gravés. Sur la plateforme du Calasasaya se trouve la Puerta del Sol. Par là, chaque 21 juin à l'aube, pénètrent les rayons du soleil, illuminant le monolithe Ponce. À cette date, des milliers d'Aymaras vont à Tiahuanacu pour commémorer ce qu'ils considèrent comme le Nouvel An. Un jour sacré. Un autre édifice cérémonial important, le temple semi-souterrain. Sur les parois intérieures se trouvent les célèbres têtes massues. La ville de Tiahuanacu aurait été fondée 300 ans après Jésus-Christ, mais n'a pas été achevée. Selon le géographe et cartographe anglais James Allen, Tiahuanacu aurait été l'un des 10 royaumes de la plus antique civilisation du monde, l'Atlantide. Pour en arriver à cette théorie, Allen a fait une série d'études basées sur les calculs et descriptions du philosophe grec Platon sur l'Atlantide. Et les coïncidences rencontrées en Bolivie sont incroyables. Mais comment serait survenue la chute de cette civilisation qui a existé 2 siècles avant les Incas? Il existe de nombreuses théories. Selon les spécialistes, les Tiahuanacotes ont abandonné leurs villes et temples au XIIe siècle pour des motifs les plus divers. Les uns défendent la possibilité d'un tremblement de terre. D'autres accréditent l'idée selon laquelle les Tiahuanacotes auraient subi des attaques d'autres civilisations ou qu'ils auraient été confrontés à une grande sécheresse. Hypothèse que l'on peut écarter, car on pense qu'à cette époque-là, le lac Titicaca arrivait jusqu'à la ville. Il est tout à fait possible que Tiahuanacu ait été victime de certaines de ces infortunes. Toujours est-il que sa disparition continue à être un mystère. Nous arrivons au Titicaca.
le lac navigable le plus haut du monde. Situé à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce lac d'eau salée s'étend sur approximativement 8300 km², en territoire bolivien et péruvien. Il a approximativement 280 mètres de profondeur. Des profondeurs qui abritent des grenouilles géantes. Le lac actuel représente une petite portion de ce qui a été un jour une immense mer. À 70 km de La Paz, ce lac mystique des Incas est entouré par les montagnes andines et leur neige qui semblent nous surveiller. La légende dit que dans ces eaux vivent des sirènes aux chants doux et mortels. Les mêmes eaux transparentes, avec des températures entre 10 et 12 degrés, d'où jaillissent des îles considérées comme des pics dans la cordillère des Andes. Et c'est là, selon les légendes du lac, où la magie opère. Au Pérou, il y a 36 de ces îles. En Bolivie, l'île de la Lune et l'île du Soleil. La Isla del Sol est le lieu où la culture inca est supposée avoir commencé. Elle a reçu ce nom parce que dans l'île, il y avait un temple inca dans lequel les vierges se consacraient à Inti, le dieu soleil. En montant les escaliers de Yumañi, nous découvrons la fontaine de la jeunesse. Les natifs de l'île croient que celui qui boit de cette eau rajeunit de 10 ans. Van a visitar la fuente sagrada del Inca, de 3 orígenes. Cada uno tiene nombre diferente, origen diferente, fuente de la juventud, fuente de la medicina para los 3 órganos. Esta es una fuente que tiene 600 años. Pour eux, c'est la fontaine de l'éternelle jeunesse. Aujourd'hui, l'île est habitée par les peuples Aymara et Quechua, qui vivent de l'agriculture, du tourisme, de l'artisanat et des pâturages. En parcourant l'île, nous arrivons à la Roca Sagrada. D'ici, nous dit l'histoire, sont sortis Manco Cápac et Mama Oyo, les fondateurs de Cusco, aujourd'hui ville du Pérou. D'ici, on voit aussi la Chincana, le labyrinthe, et le palais de Pilcocaina, de l'époque Inca, aux caractéristiques architecturales uniques. La vue est spectaculaire. Le ciel, d'un bleu intense, se marie aux eaux, tout aussi bleu du lac sacré et au mystère de ses flots. Quelques auberges rustiques abritent les touristes qui passent la nuit dans l'île du Soleil. Et sur les berges du lac, la ville de Copacabana. Le nom signifie « vue du lac », qui est venu de l'expression aymara Cotakawan. Vue de la berge du lac, le catamaran navigant mêle son luxe au paysage rustique. Poursuivant notre tour, nous arrivons à l'église de Notre-Dame de Copacabana.
sainte patronne de la Bolivie, l'une des images les plus adorées de la Vierge Marie. Au XIXe, une reproduction de l'image de la Vierge de Copacabana a été amenée à Rio de Janeiro, au Brésil. Et en son hommage, une petite église a été construite par les commerçants espagnols. Là où il n'y avait que quelques jardins potagers et de petites fermes. Le hameau est devenu plus tard le célèbre quartier carioca de Copacabana. Inscrit par l'UNESCO au patrimoine oral et immatériel de l'humanité, le carnaval de Oruro est un des plus grands événements culturels de la Bolivie. C'est une théâtralisation des invocations andines à la Pachamama, la mère terre. Ocho Supay, le diable des mineurs. Et à la Vierge de la Candelaria, qui a fait son apparition en 1879, et ensuite une révélation, dans une caverne du Cerro Rico, pied de Gallo, le pied de corps. La légende raconte que, dans une région abandonnée de la mine du Cerro Rico, vivait un voleur appelé Anselmo Celarmino, Nina Nina, ou Chiru Chiru. Une espèce de Robin des Bois, qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Une nuit, mortellement blessé alors qu'il volait, il a été ramené à son repère par une vierge. Le jour suivant, il a été trouvé mort par les mineurs, la Vierge de la Candelaria veillant son corps. À partir de cette apparition, les mineurs de l'endroit ont décidé de vénérer la Vierge, vêtue en diable et dansant la diablada, durant 3 jours de carnaval. La diablade représente la lutte de l'archange Saint-Michel et de la Vierge de la Candelaria contre le diable, et en même temps représente la rébellion du Mitaï. Un mineur qui, déguisé en diable, utilisait la danse pour exprimer son désir de liberté au temps de la Mita à Potosí. Avec le temps, d'autres groupes du folklore bolivien sont apparus. La Llamerada, une espèce de représentation des rodéos de Lama, en offrande aux dieux. La Morenada, danse des Noirs et des Basanés, se moquant des balles de la cour espagnole à l'époque de la colonie. Tinku, qui vient du Quechua, rencontre. C'est la représentation d'une rencontre qui a lieu à Marca, chaque mois de mai. Une espèce de rituel des communautés de l'Altiplano.
Représentation d'une lutte pour offrir le sang à Pachamama, Mère Terre, pour que vienne une bonne récolte. Los Tobas, représentation d'autres cultures qui habitent le pays. Résultat de conquête inca. Los Caporales, qui représente le mulâtre qui renie sa race en devenant contremaître des Noirs. Le groupe Saint-Simon est une icône du pays, avec la grâce de leurs femmes, faisant tournoyer leurs jupes, et les grands sauts chorégraphiés des hommes. Muchísimas gracias por asistir al Carnaval de Oruro, de todo corazón, gracias y que vengan muy pronto de nuevo. À Potosí, l'argent a élevé des temples et des palaces, des monastères, a offert des motifs de tragédie et de fête, a fait couler le sang et le vin, a aiguisé l'avidité et donné libre cours aux aventures. L'épée et la croix ont marché ensemble vers la conquête et le butin colonial. C'est ainsi que décrit la ville de Potosí, à l'époque de la colonie, l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, dans son célèbre livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine ». En voyant la ville au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer la grandeur et l'importance qu'elle avait entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La ville la plus riche du monde, de la taille de Londres, est plus grande que Madrid, atteignant près de 150 000 habitants en 1573. Le nom Potosí vient du mot quechua, Potuxi, qui signifie explosion, tonnerre. Certains historiens affirment que les Incas avaient découvert qu'il y avait de l'argent dans la région. Mais quand ils ont tenté de l'exploiter, une grande explosion les a expulsés de l'endroit. L'empereur Inca a donc interdit l'extraction. Il a considéré que l'argent était réservé pour ceux qui viendraient après. Et ils sont venus. À l'époque de la colonie, approximativement 200 millions d'onces d'argent ont été retirées du Cerro Rico. La moitié de tout l'argent du monde y a été extraite. L'argent était amené en Argentine et suivait ensuite pour l'Espagne et constituait l'une des principales ressources de développement économique de l'Europe de l'époque. Sumaki Urku, le beau mont en quechua, c'est ainsi que se nomme le Cerro Rico de Potosí. À l'intérieur, nous voyons la mine Paillaviri, administrée par le gouvernement de la Bolivie. L'accès à la mine se fait par ascenseur. Ahora que están mirando aquí la mancha negra es la sangre de llama. Al año hacen 2 veces el sacrificio de llama
le dan como una ofrenda al tío o a la madre tierra para que no se esté pasando accidentes, para que haya más producción. Il y a 17 niveaux. Mais pour les touristes, l'accès est limité à seulement 240 mètres de profondeur. Des milliers d'indigènes sont déjà passés par là, travaillant dans des conditions précaires et inhumaines. Ah, solo echaita jamón a tardeta. Para no hacer pero no gaputimusa. Ari. Nosotros hablamos quechua. 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 Él me dice, yo estoy trabajando abajo, pero podrán entrar, me dice, no pueden, me dice. Durant le vice-royaume du Pérou, le vice-roi, Francisco Toledo, a instauré la mita, système qui obligeait les indigènes à travailler dans les mines pour s'acquitter de leur tribut envers la couronne. Ils travaillaient 20 heures par jour. Et beaucoup sont morts de manière insolite, après leur long périple. En revenant à la surface, en raison du choc thermique, certains ont contracté des bronchopneumonies. À l'intérieur de la mine, la température atteint 45 degrés centigrades. D'autres, vaincus par la fatigue, ont fini broyés dans les moulins, servant à retirer les impuretés de l'argent. Et tant d'autres sont morts intoxiqués par le mercure qu'ils étaient obligés à utiliser pour purifier l'argent. Le désespoir de ce peuple fut tel que beaucoup ont préféré tuer leurs enfants plutôt que de les voir soumis à la mita. Ici, à l'intérieur de la mine, à 70 mètres de profondeur, des offrandes étaient faites au tío, l'oncle. Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama. Así luego van viviendo, ¿no? Une représentation du démon, divinité terrifiante, possesseur des mines, avant d'extraire l'argent. La puissance économique de Potosi, à l'époque de la colonie, était telle que la première Casa de la Moneda, la maison de la monnaie, a été créée. Un centre de frappe de monnaie. Dans le monde, les monnaies faites ici ont été si réputées qu'elles ont inspiré à Miguel de Cervantes la célèbre phrase de Don Quichotte. Cela vaut un Potosi. Pendant beaucoup de temps, l'expression a été utilisée pour parler de la grande valeur d'un objet. Même en n'ayant plus le glamour de la colonie, avec une population majoritairement constituée de mendiants et d'analphabètes, encore aujourd'hui, on peut voir à Potosi des vestiges de l'époque coloniale. Dans l'architecture baroque et les rues étroites en pierre. La rue des Marchands, la rue des 7 retours, le coin du Pendu. Chacune a son histoire à raconter. El marcharnos tres, que quedarnos dos. Era el abril del ritmo tibio de mi chiquito que danzaba.
la terre cuite et les tuiles rouges, le granit et les pierres sculptées, les balcons de fer forgé. Souvenir des temps de la riche Potosí. On dit qu'avec l'argent extrait ici, on aurait pu construire un pont entre Potosí et l'Espagne. Aujourd'hui, l'économie est basée sur l'extraction du mercure et de l'étain. Un lieu totalement surréaliste. Le paysage mélange le blanc pur du sel au bleu brillant du ciel, qui à la saison humide se reflète sur le sol, dans toute sa grandeur. Les nuages ressemblent à des flocons de coton. Un décor magique s'offre aux yeux de celui qui passe par ici. Ainsi est le plus grand des ailes de sel du monde, le Salar d'Uyuni. Avec approximativement 12 000 km², le Salar d'Uyuni se trouve au nord de Potosí, à 3700 mètres d'altitude. On dit qu'il est visible de l'espace. Nous commençons notre expédition dans cet hôtel particulier. Construit avec des blocs de sel. Tout ici est fait de ces blocs. Toit, murs, sol. Dans les chambres, le lit et la table sont également de sel. L'hôtel est très cosy et marie le blanc du sel avec le rustique des tissus colorés, typiquement boliviens. Pour le déjeuner, la suggestion est la viande de lama, très utilisée dans la cuisine de la région. Nous continuons le voyage au milieu de cette immensité blanche, avec cette question qui nous taraude l'esprit. Comment est apparu le salar? Les historiens disent qu'il s'est formé au long des millénaires, à partir de couches calcaires profondes. On estime sa profondeur à 10 km. Et la couverture de gypse et de sel de la surface découle probablement de l'évaporation des eaux du lac Michin. Un grand lac d'autant d'importance géologique pour la région que le Titicaca à l'heure actuelle. Ces eaux se seraient évaporées il y a 15 000 ans, laissant dans son lit des sédiments lacustres et minéraux. Comme pour tout désert, pour parcourir le salar, il est prudent d'emporter du matériel d'expédition et un guide pour ne pas courir le risque de se perdre. Le long du salar, il existe de petites îles volcaniques. La plus célèbre est l'Isla del Pescado, l'île de la pêche.
Les indigènes de la région vivent essentiellement de l'extraction du sel de salar. Ils extraient approximativement 25 000 tonnes par an. La réserve de sel est estimée à presque 10 milliards de tonnes. Le salar est aussi la plus grande réserve de lithium du monde. Et il est formé d'autres minéraux, comme le bore, le magnésium et le potassium. Dans l'immensité de l'altiplano bolivien, nous tombons nez à nez avec le cimetière de trains, locomotives et wagons, très bien conservés dans le climat d'Uyuni. Nous dévoile un peu plus l'histoire de la Bolivie. La première ligne de train qui a existé dans le pays, cela en 1899, a été celle d'Uyuni-Antofagasta. Il y a eu beaucoup de voyages pour transporter l'argent des mines de Huanchaca, mais à un certain moment de l'histoire, elles ont simplement cessé d'être utilisées. Et les trains sont simplement restés ici. Mais ils n'ont jamais été oubliés. C'est un arrêt obligatoire du tourisme de Salar. Nosotros estamos mandando un saludo muy grande a este pueblo tan hermoso y lindo, Brasil, Jayaya Brasil Marca. Bueno, esta es la música que compartimos ahora, Bolivia, la saya afro-boliviano y lo que en Brasil sacaron la lambada. Okay. Nous arrivons à la fin de ce fantastique voyage. Nous rentrons chez nous avec des souvenirs impressionnants d'un pays riche en culture. Des lieux marquants, avec des paysages beaux et mystérieux. Un énorme et mystique désert de sel. Le lac sacré, ceint de gigantesques montagnes. Des nourritures typiques merveilleuses et marquées par l'assaisonnement local. Des couleurs vives, présentes dans les vêtements de son peuple et dans son carnaval animé. Des gens pleins d'espoir et d'allégresse. Ah, sans oublier de citer son ciel étincelant. Ce ciel qui, assurément, nous manquera. Visitez la Bolivie, un pays au peuple joyeux et hospitalier, aux belles régions et à la culture passionnante.